L'Équateur, petit État riche en ressources naturelles, est un exemple frappant de la manière dont les multinationales, les banques internationales et les gouvernements complices ont influencé le destin de certaines nations, souvent au détriment de leur population. Au fil des décennies, la corporatocratie et l'empire global ont imposé leurs règles, transformant ce pays en colonisation du temps moderne, où la démocratie n'est souvent qu'une façade. Depuis la fin des années 60, l'Équateur est resté coincé dans un cycle de dépendance et de dette à cause du pétrole en Amazonie. Les élites locales, attirées par la richesse et la modernité, ont emprunté beaucoup d'argent aux banques internationales pour financer des routes, des barrages et des zones industrielles. Mais ce sont surtout les entreprises étrangères qui se sont enrichies alors que la majorité de la population n'en voyait presque rien. Ce pays est devenu un terrain idéal pour ce qu'on appelle les assassins financiers, ces acteurs qui contrôlent un État sans utiliser d'armes, juste avec la dette, le lobbying et les médias. Les peuples indigènes, eux, furent progressivement marginalisés et leurs terres confisquées pour l'exploitation pétrolière et industrielle. Bienvenue chez Socratie et aujourd'hui nous sommes dans l'épisode numéro 6 de la série numéro 3, les dessous du capitalisme. Je vais vous raconter l'histoire tragique de l'Équateur, un pays pourtant riche en ressources et qui aurait pu être totalement indépendant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Restez avec moi jusqu'à la fin, ça va vraiment vous choquer. Pour comprendre ce qui s'est passé, je te fais un rapide contexte historique de la situation de l'Équateur au XXe siècle. Avant la fin des années 70, l'Équateur était dominé par de puissantes familles oligarchiques. Les Américains et plus largement les intérêts étrangers avaient une énorme influence sur le pays. Dans ce système, la population avait très peu de pouvoir réel et les décisions servaient surtout les élites et les multinationales. Et c'est dans ce contexte que James Roldos, avocat, professeur d'université, devient une figure politique exceptionnelle. Populaire et charismatique, il représentait l'indépendance et la souveraineté nationale. Son élection en 1979 fut perçue comme un tournant. Il dénonça ouvertement la collusion entre certaines organisations missionnaires telles que le Summer Institute of Linguistics, connu sous l'appellation SIL, SIL, et les compagnies pétrolières. Le SIL prétendait protéger et éduquer les populations indigènes, mais facilitait en réalité l'expropriation de leurs terres, souvent par la manipulation et la violence. Roldos établit une politique nationale basée sur la redistribution équitable des richesses générées par le pétrole et la limitation de l'influence étrangère. Il s'opposa aux multinationales, exigeait une juste répartition des profits et la participation de l'État à toutes les décisions d'exploitation. En gros, la vision politique de Roldos était un défi direct à l'empire global et à ses agents locaux. Il finit par sortir cette fameuse loi qui l'envoya directement à la mort. Je t'explique. Au début des années 1980, le gouvernement de Roldos présenta une loi sur l'hydrocarburant destinée à réformer les relations avec les compagnies pétrolières. Cette loi visait à garantir que le pétrole profite au plus grand nombre et non à une élite financière. En gros, la richesse de l'Équateur revenait à sa population. La réaction des multinationales fut immédiate. Campagne de diffamation, lobbying intensif à Quito et à Washington, menaces voilées et pression politique. Malgré toutes ces pressions, Roldos a expulsé le SIL et a continué à défendre les intérêts de son pays. Cette confrontation a montré à quel point les multinationales et leurs relais pouvaient bloquer toute politique qui pourrait servir d'exemple à d'autres pays. Elle a aussi prouvé que la souveraineté d'un État peut être très fragile face à des acteurs financiers internationaux qui agissent dans l'ombre. Cette loi a secoué tout le pays, mais aussi les multinationales qui le voyaient d'un très mauvais œil. Et le 24 mai 1981, James Roldos mourut dans un accident d'hélicoptère. Rapidement, des rumeurs évoquèrent un assassinat orchestré par la CIA pour neutraliser sa politique indépendante. Bien que rien ne soit jamais officiellement prouvé, la coïncidence avec la mise en œuvre de sa loi pétrolière et la pression exercée par les multinationales renforce ses soupçons. Après sa mort, ses successeurs réhabilitèrent le SIL et favorisèrent à nouveau l'exploitation étrangère, annulant ainsi toutes les avancées promises par Roldos. Et ça à l'encontre du peuple. Et petite parenthèse, souvenez-vous que Omar Torrijos, le président du Panama, qui avait les mêmes ambitions politiques, est aussi mort dans un accident tragique 2 mois plus tard. Depuis cette période, l'Équateur a subi une aggravation constante de sa situation sociale et économique. La dette publique a explosé, passant de 240 millions à 16 milliards de dollars. La part des ressources nationales allouées aux populations les plus pauvres est passée de 20% à 6%, tandis que le chômage et le sous-emploi touchent désormais une majorité de la population active. Les forêts amazoniennes sont détruites, les communautés indigènes marginalisées et les espèces
animale et végétale sont menacées. Les médias, souvent influencés par les intérêts étrangers ou locaux liés aux compagnies pétrolières, diffusent des informations minimisant ces effets. La réalité sociale et écologique du pays reste largement ignorée par la presse internationale, laissant la population la plus vulnérable sans voix ni représentation efficace. Malheureusement, aujourd'hui, l'Équateur consacre la moitié de son budget national au remboursement de dettes contractées auprès de banques et d'institutions internationales. La pauvreté extrême est endémique, la déforestation massive continue de menacer l'écosystème amazonien et les peuples indigènes restent largement exclus de toute décision sur leurs terres et leurs ressources. Des révélations locales montrent que les multinationales continuent d'exploiter le pays, souvent en violation des droits de communautés indigènes, tandis que la presse internationale reste silencieuse ou complice. Le pays illustre de manière flagrante comment l'empire global moderne peut contrôler un État sans recourir aux forces militaires, mais par la finance et la manipulation institutionnelle. Pour tous mes épisodes, je m'appuie sur des sources bien réelles, notamment des livres. Et pour l'histoire de l'Équateur, je me suis appuyée sur les Confessions d'un assassin financier. Ce livre n'est pas un roman, c'est bien une confession détaillant le fonctionnement réel du XXe et XXIe siècle. L'auteur, qui est John Perkin, y explique ce que c'est la corporatocratie, comment l'empire global opère et de quelle manière les populations du monde entier sont manipulées. Ce livre constitue une source de connaissances considérable sur le capitalisme contemporain, le pouvoir économique et politique. Et personnellement, je le recommande à 100%. L'Équateur est un exemple frappant. La pauvreté extrême, la destruction écologique et la marginalisation des populations indigènes montrent que ce modèle d'impérialisme global est plus que subtil, plus durable et plus destructeur que n'importe quel empire passé. Voilà, c'était l'épisode numéro 6 de ma série numéro 3, Les dessous du capitalisme. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez compris l'histoire de l'Équateur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie.